Une production Binge Audio, évidemment. Bonjour Rokhaya. Salut Grace. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour le public du Wonderland. Bienvenue dans ce Kif Taras spécial en direct de cette scène du Wonderland. Kif Taras, c'est le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales, si vous nous écoutez. Si vous nous écoutez, vous savez que nous parlons sans complexe d'arabes, de noirs, d'asiatiques, de blancs, de musulmans, de juifs. Et si vous ne le savez pas, ne soyez pas choqués parce qu'on va le faire sans complexe. Alors, Kif Taras, c'est une aventure qui compte à présent 72 épisodes à son actif et que vous pouvez trouver dans vos applis de podcast. Donc, on voudrait déjà remercier avec cœur Binge Audio qui a cru en nous depuis le début et toutes les auditeuristes qui nous écoutent. Parce que qui aurait cru, il y a 3 ans, qu'avec un titre comme Kif Taras, on ferait tout ce chemin. En effet, c'était pas gagné. C'est vrai que c'était c'est un sujet qui reste très très polémique, et la polémique, c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Alors, nous, quand on parle, il y a des gens qui nous écoutent probablement régulièrement, mais quand on parle de race, évidemment, il s'agit d'une construction socio-historique. On ne parle pas de race au sens biologique ou au sens ethnique. Il s'agit vraiment des rapports de force qui sont issus de l'histoire. Et donc, c'est ce qu'on essaye de déconstruire à travers les différents épisodes qu'on a faits depuis maintenant 3 saisons. Nos conversations, c'est vraiment des analyses, des ressentis, des expertises, des expériences qui sont placées au même niveau. Et notre marque de fabrique, c'est vraiment le ton décontracté parce qu'on vit déjà dans des conflits dans la vraie vie. On a justement envie de se départir de ce ton anxiogène qui est celui des médias, qui généralement traite ces sujets uniquement sous un angle subversif, sous un angle potentiellement polémique ou effrayant. Et nous, on voulait vraiment montrer comment ces questions raciales pouvaient s'inscrire dans nos quotidiens et comment, en fait, on pouvait avoir des conversations amicales, mais sans pour autant s'empêcher d'aller en profondeur. Et donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec vous. Malgré la météo, donc c'est l'été et on arrive à la fin d'une saison. Et pour la clore, on a préparé une petite rétrospective des polémiques racistes de l'année qu'on va déballer ensemble, histoire de clore tout ça sans clash pesant. Et on va donc revenir sur quelques faits marquants du racisme médiatique qui s'est exprimé durant la saison qui vient de s'écouler. Alors bien sûr, on ne sera pas exhaustif parce que sinon on en a pour la journée. L'idée, c'est quand même de vous démontrer qu'il ne s'agit pas de dérapage comme on l'entend souvent, mais bien évidemment de manifestations d'une seule et même idéologie qui se répète un petit peu à l'infini sous des formes multiples. Alors toi, Rokhaya, je ne sais pas si vous la suivez un peu dans ton travail, tu es quand même assez familière des polémiques, à ton corps défendant. Donc, comment tu fais pour supporter? Comment tu fais pour être sur le plateau avec des gens qui manifestement sont pas d'accord, mais surtout disent des bêtises? Comment est-ce qu'on gère la polémique? En fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'à partir du moment où on s'engage dans l'espace public avec des sujets qui sont relatifs à des questions de domination, à des questions de pouvoir, on peut pas le faire sans attendre une réponse brutale. Et on l'a vu, avec moi, avec d'autres personnes comme Alice Coffin. À partir du moment où on déconstruit en fait des idéologies qui sont très bien installées, les personnes qui en bénéficient, qui ne tiennent pas forcément à remettre en question leur confort, réagissent de manière assez brutale. Donc c'est vrai que quand on l'a compris, ça permet un petit peu de relativiser. Ça rend pas forcément l'expérience toujours agréable. Et ça permet de prendre de la distance. Et la deuxième chose, c'est que c'est mon travail, en fait. Donc, c'est vrai que ça me permet aussi de prendre un petit peu de distance par rapport à ça et de considérer que c'est pas mon espace intime. Donc, ces violences-là, elles surviennent dans un espace qui reste professionnel pour moi. Et c'est comme ça, en tout cas, que moi, j'arrive à prendre un petit peu de distance et à me dire que, finalement, c'est pas tant à moi qu'on s'en prend qu'à un personnage qui incarne une certaine idée de la France, pour reprendre une expression connue, et une idée qu'on combat. Donc, c'est pas ma personne, mon individualité qui est attaquée, mais vraiment tout
tout ce qu'on associe à mon personnage. Alors, est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. On appelait ça les kiffs d'or. Hein. C'est une cérémonie. Et pour ouvrir, on commence par le Big Boss en personne, rien de moins que les propos du chef de l'État. Alors, on va les lire. Ouais. Je vois la société se racialiser progressivement. Elle se racialise toute seule. On s'était affranchi de cette approche et voilà que l'on réessentialise les gens par la race et ce faisant, on les assigne totalement à résidence. On ne n'est pas citoyen ou citoyenne, on le devient. Cette question est au cœur du débat démocratique. Or, la logique intersectionnelle fracture tout. Alors, vous vous rendez compte? par où on commence? C'est compliqué. Moi, ce que je trouve intéressant, en fait, c'est vraiment le côté passif, enfin, la société qui se racialise toute seule, sans qu'il y ait en fait d'histoire, de passé, de logique de domination, de racisme qui a été utilisé à un moment donné pour esclavagiser, pour coloniser, pour dominer. Et en fait, la société est déjà racialisée. Et en fait, elle ne se racialise pas en 2021. Elle était déjà racialisée bien avant notre naissance. Donc, penser que quelques personnes qui, parce qu'elles luttent contre le racisme aujourd'hui, sont à l'origine d'un phénomène qui est multiséculaire, c'est encore une fois non seulement renverser le sens des responsabilités et surtout ne pas prendre ses propres responsabilités. Parce que c'est le chef de l'État, c'est lui qui est justement en charge de lutter contre le racisme. Alors, ces propos, il les a tenus dans un entretien exclusif dans le magazine Elle, en date du 1er juillet dernier, donc c'est très récent, à l'occasion du forum Génération Égalité de l'ONU de femmes, ONU Femmes, qui s'est tenu à Paris. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Rokhaya, le truc de dire... Enfin, moi, on me disait, dans la cour d'école, on me disait Ching Chong, et mes enfants, 30 ans après, on leur dit Ching Chong. Donc, il n'y a pas une racialisation progressive de la société. Elle est déjà racialisée, c'est ce que tu dis. Enfin, et c'est surtout qu'on ne fait rien. Et c'est en tenant ce genre de propos qu'on ne fait toujours rien. Donc, si je peux adresser un petit message aux conseillers et conseillères en sujet de société du cabinet du président, il y a quelques éléments de langage à reconsidérer dans cette prise de position. Hein. Moi, je dirais que, on pourrait dire, je vois la société toujours racialisée. On ne s'est pas affranchi de cette approche. Les gens sont toujours essentialisés par la race. C'est le racisme qui les assigne à résidence. C'est le racisme qui fracture notre société. Et non pas la lutte contre le racisme. Je pense que c'est beaucoup plus simple de dire ça comme ça. Donc on vote pour Grassi, conseillère à la communication de l'Élysée. Hein. Je pense que là, on a quelqu'un qui peut peut-être sauver 2022. Moi, ce que je trouve top dans cette citation, c'est la logique intersectionnelle fracture tout. Alors là, c'est juste... l'intersectionnalité pour les gens qui n'ont pas forcément... eu l'occasion de se pencher sur cette notion. En fait, c'est pas une idéologie. En fait, c'est pas une logique. C'est un outil. C'est un outil qui a été en fait. Hein, ouais. C'est ça. C'est juste un outil qui permet de comprendre la réalité. Et donc, c'est Kimberlé Crenshaw, qui est juriste, qui a décidé de créer cet outil pour permettre de lire, en fait, la situation de personnes qui sont exposées à plusieurs types de discrimination de manière simultanée, parce qu'elles vivent quelque chose qui n'est pas uniquement du racisme, pas uniquement du sexisme, mais qui peut être les deux en même temps, puisque c'était le cas qu'elle étudiait, et qui peut s'étendre, en fait, à plein d'autres choses, au validisme, à l'homophobie, à la transphobie, etc., etc. Donc, en fait, dire que les gens qui constatent qu'à la fois, ils peuvent être exposés à du racisme, à de l'antisémitisme, à du sexisme, à du validisme, dire que ce sont eux qui fracturent tout, c'est juste, c'est le monde à l'envers. Ce qui fracture, c'est la société qui justement ne refuse de reconnaître que ces différentes formes d'oppression, en fait, les excluent davantage que les personnes qui sont en situation de domination. Donc, un cours sur l'intersectionnalité à Emmanuel Macron, je pense que ce serait pas de trop. Et donc le Big Boss s'est exprimé, malheureusement c'est pas le seul qui s'est illustré dans l'actualité médiatique de 2020-2021 dans la catégorie des personnalités politiques. Donc Monsieur le Président n'est pas isolé. Nous avons d'autres candidats et candidates, mais surtout des candidats. Hein. C'est marrant parce que dans l'expression publique quand même les hommes, ils sont là, ils sont très présents. Ils sont aussi très très présents dans le racisme, en toute logique. Donc on a d'autres candidats qui sont illustrés avec des propos racistes dans d'autres familles politiques. Donc la première. Certaines familles, françaises ou non, d'origine étrangère, au moment des mariages, parfois dans la salle des mariages, dans l'hôtel de ville, sur la place de l'hôtel de ville, brandissent des drapeaux étrangers ou manifestent par des danses, des spectacles, les traditions qui sont les leurs. Bien. Moi, je pense que lorsque l'on est marié dans une mairie française, sous l'égide
dans un bâtiment public qui est vraiment l'emblème de la République, eh bien, il faut se plier au code. Et chaque fois que nous avons, en tant que maire, affaire à ces situations, ça suscite énormément d'émoi dans la population. Voilà, les danses et les drapeaux dans les mariages seraient le nouveau danger qui menace la République. C'est assez effrayant. On a d'autres personnes qui ont réagi en ce sens pour expliquer en fait qu'il fallait absolument surveiller ces mariages séparatistes qui menacent la République. Alors là, c'est Annie Genevard, ouais, c'est ça. Elle est députée dans le Doubs et ça a été tenu, ses propos, le 30 juin 2021 dans l'enceinte du Parlement. Donc c'est quand même quelque chose. C'est pas le café du coin. Et la personne qui lui répond, c'est quand même Éric Dupond-Moretti. Donc c'est Éric Dupond-Moretti qui est la voix de la raison. Enfin, c'est... Voilà où nous en sommes en France. On ne sait plus quoi dire, mais je crois que... Enfin, c'est pas la pire. On en a un autre à vous faire écouter qui appartient aussi à un bord politique conservateur. Quand vous avez dans une mairie un envahissement, j'emploie le mot à souhait, même s'il doit choquer, parce que c'est exactement ce qui se passe, de personnes qui ne respectent rien, qui arrivent avec des étendards étrangers, qui chantent avec des connotations plus ou moins religieuses, qui se mettent à danser. Vous dites, ils viennent pas avec une sono, c'est bien pire. Ils viennent avec les tam-tams et la musique. Donc, à un moment donné, il faut réglementer. Moi, alors, d'ailleurs, Aurélien Taché a très bien situé géographiquement le problème. C'est l'Afrique du Nord. Moi, j'ai marié des Colombiens, j'ai marié des Ukrainiens, j'ai jamais eu de problème, jamais. J'ai des problèmes avec des débordements liés à certains mariages de personnes issues du Maghreb. D'autant que, parce que ça aussi c'est le problème, quand vous avez des mariages qui systématiquement arrivent en retard, parce que hélas, c'est un trait commun quand même de ces mariages, et qui en plus, ils prennent du temps. Ah, ça va loin, mais vous ne vivez pas dans le monde, mais bien entendu. Vous avez quand même des préjugés sur la culture, mais je n'ai des pas de préjugés préjugés. culturels. Je suis désolé. La différence avec vous, c'est que moi je fais un constat. Vous faites de l'idéologie. Moi, je vois ce qui se passe. Quand vous avez des mariages qui arrivent en retard, on a réglementé ça aussi. De ces mariages. Oui, exactement. Mais bien entendu. Mais de qui parlez-vous quand vous parlez de ces mariages? Dites-moi. Qui viennent notamment d'Afrique du Nord. Mais arrêtez la stigmatisation. Mais vous vous rendez compte que vous êtes en train de tromper les gens alors que vous ne vivez pas la situation que nous vivons sur le terrain. Oui, il y a des retards quasi systématiques. Donc cet homme révolté contre les mariages issus de l'Afrique du Nord s'est exprimé dans l'émission de Morandini sur CNews, Morandini Live. Il s'appelle Gilles Platret et c'est le maire de Chalon-sur-Saône. Donc je ne sais pas s'il y a des gens qui habitent Chalon-sur-Saône, mais sachez que votre maire n'acceptera pas, si vous vous mariez, des drapeaux, des danses, et il veut légaliser sur les tam-tams, qui apparemment sont un grave danger qui envahit sa ville et d'autres. Donc voilà. Non mais c'est dingue parce que c'est quand même un maire, c'est quelqu'un qui marie des gens. Donc c'est pas des propos qui sont isolés, qui sont tenus devant dans une salle de bain d'un mec tout seul quoi. C'est quelqu'un qui a le pouvoir de dire non à des gens qui souhaitent s'unir devant la loi française. C'est extrêmement grave que cette personne-là soit autorisée à tenir ses propos et que il ne soit pas inquiété de ça. Et c'est vrai. Là on nous dit qu'il y a des codes, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des codes et d'autres gens qui ne respectent pas les codes, qu'il y aurait des gens qui sont supportables, des gens qui seraient insupportables. On nous parle quand même de systématiquement, il y a une stigmatisation systématique des personnes de toute une région du monde. C'est extrême. Enfin, en plus, il dit que c'est pas de l'idéologie. Excusez-moi quand même, c'est extrêmement raciste. c'est vraiment, c'est fou comme il y a tout un inversement du mécanisme raciste, c'est-à-dire qu'on nous reproche d'exister. De faire des choses très quotidiennes et de s'exprimer publiquement, quoi. Donc lui, il est porte-parole aussi des Républicains, j'ai oublié de le préciser, mais je pense que ça se sentait un petit peu. Et en fait, moi, franchement, ce qui me fascine dans l'extrait, c'est la manière dont il est révolté. C'est-à-dire qu'il est tellement énervé, on dirait qu'il parle d'un truc hyper grave. Et vraiment, vous vous rendez pas compte, mais moi, je suis sur le terrain. Enfin, c'est vraiment fascinant en fait de voir à quel point pour lui c'est vraiment l'urgence du moment que de légiférer sur les tam-tams et le gnawa dans les mariages parce qu'apparemment c'est ce qui, enfin voilà, c'est vraiment non seulement c'est grave comme tu l'as dit, mais c'est stupéfiant quoi. Mais alors, on n'a pas fini. Ouais. Alors on va changer de domaine, on va parler football puisque la saison a été propice. Je vois que vous avez suivi l'actualité, donc ça c'est terrible. On y va.
Ce que vous disiez d'ailleurs au début, je suis d'accord si vous voulez. C'est un élément fédérateur, c'est l'euro, ça doit être sympathique, ça doit être la fête, ça doit être toute la France réunie derrière son équipe. Et on va créer, et on le sait bien, qu'on va créer une polémique vu le passif quand même. C'est des chansons, c'est pas simplement de la critique politique, ça à la limite c'est pas grave. C'est des propos ultra violents, c'est des propos vraiment... On peut en trouver d'autres plus violents. Hein. Et encore, on peut en trouver d'autres. Non mais je veux dire, c'est des propos hyper insultants, hyper blessants, hyper violents. Donc on sait qu'on va adresser une partie de la France contre l'autre, qu'on va avoir des semaines de polémique. C'est ultra dommage de faire ça. Alors, ce qui est ultra violent, c'est de choisir Youssoupha pour faire l'hymne des Bleus, qui s'appelle « Écris mon nom en bleu ». Donc voilà, le vice-président du Rassemblement national, qui a priori, entre le premier et le deuxième parti de France, en fait, est en train de s'insurger contre le fait qu'on ait choisi le rappeur Youssoupha pour interpréter l'hymne des Bleus. Et en fait, il s'est exprimé sur France Info le 20 mai dernier, après l'annonce de la Fédération française de football, qui d'ailleurs, enfin, dont le président d'ailleurs s'est rétracté par la suite, pour choisir l'hymne français. Et en fait, ce que je trouve fascinant, c'est... Déjà, quelle est la situation qui fait qu'en fait, sur France Info, on a le vice-président du Rassemblement national qui se met à commenter le choix d'un rappeur quand même extrêmement installé et populaire pour interpréter l'hymne des Bleus. Et qu'est-ce qui fait en fait qu'on donne du crédit à une parole qui tout d'un coup fait de ce choix un problème, alors qu'on voit très bien que la logique qui se joue derrière, c'est encore une fois que Youssoupha est un homme noir qui s'est engagé fortement contre le Rassemblement national et qui est un rappeur. Et ce qu'il avait dit, c'est quand il a tweeté, c'est on cède à une partie racaille de la France. Oui. Le mot racaille en revient dans la bouche de nos politiques de manière assez régulière pour décrire une partie de la population qui souvent arabe ou noir, hein, on va pas se mentir, et c'est très problématique parce que le Rassemblement national qui s'inquiète qu'on ne soit divisé, je veux dire, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité, hein. Là, c'est vrai que pour le coup, c'est toujours dans le retournement, en fait. C'est marrant, c'est genre, ne nous regardez pas. Ah bah non, il y a Youssoupha qui fait quelque chose, et puis voilà, on détourne l'attention. Et ce qu'on a trouvé toutes les deux assez intéressant dans ce moment-là, c'est comment, tout d'un coup, ce tweet de Jordan Bardella, donc qui est vice-président du Rassemblement national, et son expression, son intervention sur France Info, est devenue une polémique qui a duré des semaines. C'est-à-dire que tout d'un coup, tout le monde s'est mis à débattre de la pertinence ou non de choisir un rappeur pour interpréter cet hymne, alors même que les joueurs se reconnaissaient dans non seulement dans l'hymne, mais aussi dans ce qu'il incarnait artistiquement, et que finalement, tout le monde s'est senti autorisé à dire que ça n'allait pas, et que, c'est vraiment cette faculté en fait à imposer des thèmes qui est assez remarquable et finalement. De voir que tout le monde plonge en fait à chaque fois et se met à décider que ce thème-là est pertinent et mérite d'être débattu, alors que on traverse quand même une crise sanitaire et une crise économique qui va arriver sous peu assez grave, qui peut-être justifierait plus d'attention, quoi. Oui, et ça on va le voir tout au long des autres polémiques. C'est souvent le pouls de la France, il bat en tout cas médiatiquement selon les prises de parole de l'extrême droite, et ensuite ça se propage dans notre société, nos politiques ont peur, et c'est un mouvement qui est assez récurrent. On va le voir sur la prochaine polémique aussi. Rappeler que cette posture, ce genou à terre, a été lancé par l'ancien joueur de foot américain Colin Kaepernick pour dénoncer le racisme et les discriminations aux États-Unis. Il a ensuite été popularisé dans le monde entier dans le sillage du mouvement Black Lives Matter après la mort de George Floyd. Aujourd'hui, ce genou à terre est devenu un signe de protestation contre les discriminations, mais l'annonce du Golioris hier soir a déclenché immédiatement des réactions indignées sur les réseaux. Alors évidemment, on a des politiques classés très à droite et friands de polémiques comme Thierry Mariani ou Florian Philippot qui ont tout de suite tweeté leur opposition à ce geste, mais plus largement, dans les commentaires sur les sites d'infos ou sur les réseaux, beaucoup d'internautes estiment que ce geste ne sert plus à rien, ou encore que les joueurs de foot ont une indignation à géométrie variable. Ils auraient pu mettre un genou à terre pour Samuel Paty ou pour Mila, écrit par exemple un internaute. On verra s'ils osent faire la même chose lors de la Coupe du Monde au Qatar, dit un autre. Bref, ce geste censé symboliser un combat commun et collectif contre les discriminations est en fait loin de faire l'unanimité. Alors là, c'était Apolline Matin sur RMC le 15 juin 2021. Et donc, du coup, on parlait de cette annonce du fait que le capitaine de l'équipe de France, Hugo Lloris, indiquait que les Bleus poseraient un genou à terre pour le premier match de l'Euro 2021, justement pour lutter contre le racisme. On va entendre un deuxième son qui marque une des réactions, mais assez nombreuses en ce sens, qui sont intervenues.
Oui, c'est un geste politique, peut-être un peu conformiste, comme le disait Guillaume Bigot ce matin. Mais bon, moi je trouve que ça aussi... Guillaume Bigot avait des propos plus durs. On l'a entendu dans le sommaire. Ses propos étaient beaucoup plus violents que conformistes. Il disait qu'ils n'avaient rien dans le cerveau, les joueurs. Alors, il a conclu par ça. Ouais. Mais en réalité, bon, il parlait d'abord de conformisme. Moi, je trouve aussi que c'est peut-être un peu conformiste. Mais finalement, je trouve pas ça si mal, dans le sens où ça porte les valeurs d'une manière collective, dans un sport qui a été très décrié et qui a été quand même aussi vilipendé pour certaines pratiques qui étaient moins éthiques, nous dirons. Mais les valeurs collectives, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Que les Noirs sont des victimes? Parce que c'est Black Lives Matter. Mais pas seulement les Noirs, je pense que c'est Every Life Matters. Et c'est pas seulement le... C'est pas ça le slogan. Hein. Non, on est bien d'accord. Mais je pense que faire acte, si vous voulez, d'allégeance. À qui? Aux États-Unis, parce que finalement, c'est ça, hein, l'histoire. C'est peut-être aller un peu plus loin que simplement se dire qu'on respecte la vie et qu'on respecte les valeurs liées à la vie. Ça avait bien commencé, hein. On y a cru jusqu'au bout, mais... Ouais. Alors, c'était Anne Mazoyer dans Morandini Live, autour de cette même date du 15 juin. Et c'est une femme qui est à la tête d'un cabinet de conseil en affaires publiques et politiques. Donc, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses à déballer, là. C'est par quoi on commence? Alors, déjà, par le début, c'est que... Enfin, ce que je trouve fascinant, c'est que... Dans le foot, le racisme, c'est quelque chose d'établi qu'on voit régulièrement. Les joueurs de foot se font insulter, jeter des pots de banane. Enfin, on le voit vraiment de manière très, très régulière. Donc, quand ils protestent contre le racisme, ils protestent contre des choses qui les affectent directement. Et puis, c'est aussi 1 an après la mort de George Floyd qui a choqué le monde, qui a soulevé des vagues de protestation contre le racisme systémique dans différents pays et pour des raisons locales. Et donc, on a des joueurs qui s'engagent, qui décident de mettre un genou à terre contre le racisme. Et en fait, tout le monde les politiques ceux qui ont réagi négativement ne réagissent pas contre le racisme, mais contre le geste antiraciste. Donc là, je me dis, il y a quand même, c'est pareil, c'est-à-dire que avoir plus d'attention, en fait, ne rien dire. Il y a du racisme tous les jours dans le foot. Personne ne dit rien. Les joueurs décident de s'engager, en plus symboliquement, sans discours, etc. Tout d'un coup, c'est eux le problème, et c'est sur ce genou, en fait, à terre qu'on va concentrer de l'attention. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ne l'ont pas fait. Les joueurs, suite à la polémique, ils ont décidé de ne pas poser ce genou, contrairement à d'autres équipes qui ont continué dans cette lignée-là. Et ils ont rebroussé chemin parce que cette polémique avait eu lieu. Et donc, voilà, quand on vous dit que nos médias sont rythmés par des prises de position, des extrêmes, et qui ensuite ça ruisselle et pas dans le bon sens, eh bien, c'est une réalité. Et donc, moi, je voulais aussi rajouter sur ce que vient de dire cette femme, c'est que on a l'impression, quand on parle des luttes pour le progrès social, que en fait, si on prend quelque chose quelque part, on en enlève à d'autres. On nous parle d'autres situations. Donc Mila, qui a un cas de harcèlement, qui a été jugé et qui a un cas très grave. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que vous posez un genou à terre contre le racisme, ça ne veut rien dire sur leur prise de position par rapport à l'affaire Mila. Et c'est, voilà, je vais reprendre l'analogie d'un homme qui s'appelle Louis Georgetin, qui est président du CRAN et qui a comparé les luttes au corps humain, c'est-à-dire que vous avez un grand corps humain et c'est la société, et ensuite il y a des luttes qui sont spécialisées dans tel ou tel domaine, comme dans la médecine, vous avez des spécialistes du cerveau ou du cœur, et ils n'arriveraient jamais à l'idée, vous n'irez pas voir des gens qui sensibilisent le public aux luttes, aux maladies orphelines, vous ne leur direz pas et le cerveau alors, et la peau alors, ça n'arriverait pas, c'est-à-dire que vous voyez, chacun son travail, et donc des personnes qui s'engagent contre le racisme, eh bien il n'y a pas lieu de leur dire et alors, et telle affaire, sois exhaustif, et si, et ça veut rien dire. C'est vraiment reculer en fait toute la machine que de vouloir à chaque fois questionner les prises de position des personnalités publiques. D'autant plus que plusieurs joueurs ont pris la parole en fait sur Samuel Paty et sur plein d'autres questions. Donc c'est vraiment un procès d'intention qui est absolument pas fondé sur la réalité. Mais c'est vrai que d'aller chercher, en fait, de la part de personnes qui elles-mêmes ne se positionnent pas sur tous les sujets, demander aux gens de se positionner sur ce qui leur semble prioritaire, c'est encore une fois déjà nier la capacité à parler de plusieurs sujets, de s'engager de manière multiple. Et puis en plus, encore une fois, dresser des injonctions sur ce qui est important en fait et ce qui ne l'est pas. Et je pense que le racisme c'est aussi important que le sexisme, l'antiracisme est aussi important que l'antisexisme ou que la lutte contre l'homophobie. D'ailleurs, voilà. il y avait un hashtag à une époque qui s'appelait « Où étiez-vous, Rokhaya Diallo ?» C'est vrai. Il y a des gens qui... Oui, parce qu'un jour, je me suis réveillée un matin et en fait, quelqu'un a tweeté, je sais plus qui avait fait quoi. C'était un mec d'origine maghrébine qui avait dit un truc homophobe.
Et genre, quelqu'un a tweeté, oui, elle a dit ça, où étiez-vous, Rokhaya, lorsqu'il s'exprimait? Et je me suis dit, mais déjà, j'étais même pas au courant. Et en fait, je ne suis pas la garante de tous les Noirs et tous les Arabes de ce pays. C'est-à-dire qu'il y a pas, je valide pas chaque propos, en fait. C'est comme s'il venait me voir le matin, Rokhaya, est-ce qu'on peut dire ça publiquement? Ok, je valide. En fait, et en fait, ça m'arrive hyper souvent qu'il se passe des trucs, dans d'autres pays, genre en Iran, en Arabie Saoudite. Et en fait, je suis taguée. Du coup, c'est vrai que ça me fait une super revue de presse pour, malheureusement, les drames, pas mal de drames qui se produisent dans le monde. Mais en fait, qu'on me demande systématiquement de me positionner sur des trucs sur lesquels j'ai absolument aucune prise et parfois dont je ne suis même pas informée, en fait. Et ça, c'est ça. Et à l'inverse, en fait, on fait pas la même demande à des gens qui se positionnent sur d'autres types de phénomènes, en fait, et qui sont pas du tout audibles sur le sexisme, sur les violences policières, par exemple. Alors pour terminer sur le foot, on va c'est un tweet qui est en date d'il y a quelques jours qui marque une étape dans la polémique qui implique Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé, 2 joueurs de l'équipe de France et du FC Barcelone. Ouais, c'est devenu viral en quelques jours. C'est une séquence sur Snapchat où il y avait des propos et des gestes racistes, anti-asiatiques. Et donc là, c'est l'annonce d'un sponsor japonais de Griezmann qui l'a lâché, parce que clairement c'est compliqué en fait de se moquer des Japonais et de l'autre côté recevoir des sous, faut choisir. c'est voilà. Non mais c'est bon. Et donc ça c'est la polémique qui a eu lieu récemment, donc pour dire que c'est pas le racisme anti-asiatique ou le racisme anti-noir, toutes les sortes de racisme, l'islamophobie, ça existe dans le foot, c'est à l'image de la société, et donc l'idée c'est de s'en départir, de construire une société meilleure et de dénoncer lorsque on est face à ce genre de propos et d'actes, ce qu'il faut dénoncer pour que la société avance, et c'est ce qui a été fait donc là sur ce dossier-là, et j'espère que ça marquerait comme une jurisprudence pour le futur. Ouais, et qui présenteront de vraies excuses parce que c'était un peu, voilà. Si je vous ai blessé, excusez-moi. Mais je ne suis pas raciste. Puisqu'on te le dit. Puisqu'on te le dit. Voilà. J'ai des amis japonais. Alors, il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance parce que le temps file. On a énormément de choses à parler avec vous. Voilà, on a un autre sujet de prédilection en France, le voile. En effet, je ne peux accepter qu'au sein de l'Assemblée nationale, le cœur battant de la démocratie, où règnent les valeurs fondatrices de la République, dont la laïcité, nous acceptions qu'une personne se présente en hijab devant une commission d'enquête. J'entends ce que dit le règlement de l'Assemblée nationale. Je pense qu'il y a une nuance personnellement entre une personne qui est présente dans le public et une personne qui participe à nos travaux. À mon sens, c'est assez différent. Le port du hijab dans le cadre de nos travaux est incompatible à la fois avec les valeurs qui sont les miennes concernant les relations entre les hommes et les femmes, et avec l'idée que je me fais de notre institution, de la laïcité et des valeurs républicaines dont elle doit continuer à être le temple et le cœur battant. Je vous remercie. Alors, c'était Anne-Christine Lang, qui est députée de Paris le 17 septembre 2020 lors d'une audition à l'Assemblée nationale dans le cadre d'une commission d'enquête sur les effets de la crise sur les étudiants. Donc, c'était pas du tout sur la laïcité, mais le sujet s'est invité. Voilà, elle était face à Mariam Pouchtou, qui est vice-présidente de l'UNEF, qui se trouve être une jeune femme musulmane et qui porte un hijab. Et ce qui est fascinant en fait dans cet extrait, c'est qu'elle explique que en fait légalement, Mariam Pouchtou a le droit d'être présente. En plus, elle était venue pour parler d'un sujet assez important qui était celui de la précarité étudiante et des conséquences sociales de la crise sanitaire, mais que elle, en fait, au nom de ses valeurs qui n'ont absolument rien à voir avec la loi, mais qui lui sont totalement personnelles, elle se lève et elle s'en va parce qu'elle ne veut pas parler avec une personne qui non seulement est élue par d'autres étudiants, mais en plus a toute légitimité pour venir parler d'un sujet qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'elle porte sur la tête. Donc pour une personne qui revendique des valeurs féministes, expliquer qu'elle refuse en fait à des femmes qui portent un foulard le droit en fait d'avoir une parole pertinente et en fait de participer à la vie de leur pays, c'est encore une fois une forme d'islamophobie qui est extrêmement répandue dans l'espace public. Et ça fait écho à une autre polémique qui avait lieu en octobre 2019 où un élu du Rassemblement national avait demandé à une mère qui accompagnait son enfant lors d'une sortie scolaire
C'était en Bourgogne-Franche-Comté, voilà. Et elle lui avait demandé de sortir. Ça avait fait ça a été terrible pour l'enfant, pour cette famille et pour la classe, et pour le pays. Et donc à cette époque-là, cette femme avait défendu s'était insurgée contre le Rassemblement national. Et là, on voit bien que ces prises de position sont à double vitesse, puisque contrairement au règlement de l'Assemblée nationale qui ne demande pas aux personnes qui viennent dans l'hémicycle qui ne sont pas députés de rester neutres, elle l'a appliqué elle-même, elle s'est arrogé ce droit de interpréter à sa manière, comme la laïcité est interprétée dans d'autres pays, d'une manière tendancieuse, c'est-à-dire que et donc ça c'est quelque chose qui est très important sur le plan de l'antiracisme, la sororité, mais les luttes féministes, c'est-à-dire que le droit des femmes à disposer de leur corps et de s'habiller comme elles le veulent, c'est un principe auquel on ne peut pas déroger, et là de voir ça dans l'Assemblée nationale de la part d'une femme, c'est faut tout reconstruire, faut tout refaire en fait, quoi. Ouais. Et elle est députée à l'REM, c'est ça, hein? Elle est députée de Paris. Ouais, mais de quel parti? Il me semble que c'est à l'REM. Mais c'est pas que j'aime pas. C'est pas pour ça que je le précise, mais, non, mais... juste voilà, si vous votez, pensez-y, quoi. On passe à la suite. À la suivante. Ça, c'est un tweet en fait. C'est Iman Boone qui est une étudiante en fait qui avait créé un site, une page Instagram pour donner des recettes en fait très peu onéreuses, des recettes qui permettent de constituer des repas à bas coût pour notamment les étudiants qui disposent de peu d'argent, mais en fait qui marchaient très très bien parce que il y a plein de gens qui ont des problèmes financiers en France et qui veulent manger sans dépenser trop d'argent. Et en fait, elle a fait l'objet d'une vidéo de la part de BFM, et en fait la réponse de cette journaliste du Figaro, ça a été 11 septembre. Sur une personne qui n'était peut-être même pas née en fait le 11 septembre 2020 et qui faisait une intervention qui n'avait rien à voir avec son foulard. Et encore une fois, elle s'est retrouvée cyberharcelée. Elle a dû partir des réseaux sociaux, donc cette jeune femme. Et en fait, Judith Ventrobe, donc la journaliste du Figaro, elle-même a été attaquée du fait de ses propos. Elle a été insultée, et ça, évidemment, on le condamne, bien sûr. Bah oui. Mais ce qui est fou, c'est que c'est elle qui a été soutenue, en fait. Toute la vague de soutien, en fait, c'est dirigé pour Judith Ventrobe, et Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a dit tout mon soutien à cette journaliste et tout. Alors qu'en fait, à la base, c'est elle le problème. Elle qui a agressé une personne qui lui avait rien fait. Et cette personne-là, évidemment, personne ne l'a soutenue, en tout cas à ce même niveau de l'État. Et c'est encore une fois la même déshumanisation, quoi. On va passer sur un autre sujet qui a été extrêmement discuté cette année. C'est un sujet d'histoire. Un petit peu d'histoire. Ouais. Or, il faut ressusciter l'économie coloniale. Nous avons besoin de sucre, de café. Donc, la solution qui s'impose, qui est une solution pragmatique. Excusez-moi, le contexte, en fait, c'est juste, oui, on parle de, non, c'est pas le présent. Il demande pas de ressusciter l'économie coloniale aujourd'hui en 2021. On n'est pas encore à ce niveau de racisme. Non, en fait, il parle de Napoléon et de l'époque, en fait, du rétablissement d'esclavage en 1802. Or, il faut ressusciter l'économie coloniale. Nous avons besoin de sucre, de café. Donc, la solution qui s'impose, qui est une solution pragmatique, c'est de rétablir l'esclavage. Et personne ne conteste à l'époque. Mais personne ne conteste. Seul l'abbé Grégoire fait la moue. Oui. Alors, ce sera peut-être une des raisons pour laquelle Bonaparte va supprimer, alors qu'il était membre de l'Institut, la classe des sciences morales et politiques, Académie des sciences politiques, à laquelle j'appartiens. Et donc, moi, je peux parler de l'esclavage. Nous avons été victimes, précisément, de Bonaparte. Parce que nous étions fait griller. N'oublions pas qu'en 1815, il ordonne l'abolition de la traite des Noirs. Oui. À Sainte-Hélène, il essaiera aussi de faire affranchir certains esclaves de l'île. Oui. Jean Tullard. Il disait, je suis pour les Blancs parce que je suis blanc. Il était convaincu que la France ne pouvait se concevoir sans ses colonies et donc ses esclaves. Était-il raciste? Non. La réponse est synthétique et elle mérite d'être claire. Donc, nous avons Jean Tullard, historien, donc sur RMC dans Bourdin Direct. Et en fait, moi, ce que je trouve vraiment fascinant, c'est cette manière dont ils ont de justifier. Enfin, quand il dit personne n'était contre, je pense que les personnes qui étaient victimes de l'esclavage étaient contre. Et ça fait du monde, en fait. Il y avait beaucoup de gens qui étaient contre. Et le côté personne, en fait, qui est une personne dans sa bouche? C'est ça. Qui est une personne, en fait? Parce que je pense que la première personne qu'on a forcée à devenir esclave, en fait, était opposée à ce statut. Et à chaque fois qu'on dit, à l'époque, c'était pas du tout dans la tendance dominante d'être contre, en fait, ça dépend de quel côté on se place, tout simplement. Je crois qu'il y avait quand même un gros paquet de personnes qui étaient absolument pas d'accord avec ce système. Oui, c'est la même chose quand on parle des femmes, quand on parle des personnes qui sont issues des colonies, quand on parle
des droits humains à une certaine époque, on se dit ah non mais tout le monde est égal, ah bah sauf eux. Donc c'est vraiment de qui on parle et qui parle. Voilà. Et puis moi aussi c'est cette question en 2021 d'avoir cette parole sur une radio, de parler de manière aussi déshumanisante d'autres personnes, de dire ah oui bah on avait une solution très pragmatique. Oui. Ben voilà, c'est le pragmatisme l'emporte en fait. Donc, est-ce qu'on aurait avancé depuis tout ce temps-là ? Oui, c'est vrai qu'en fait, de dire que finalement, on avait besoin de contrevenir aux droits humains parce qu'on avait besoin de sucre, vous comprenez ? Enfin, c'est incroyable qu'ils le disent en plus aussi calmement, sans que en fait, la personne en face ne dise... Enfin, peut-être que... Enfin, c'est un peu chaud, là, ce que vous dites. On est un peu le pays des droits humains. Ça se fait pas trop, quoi. On va passer à la prochaine. Le rétablissement de l'esclavage est une faute morale, bien sûr. Crime, double crime, triple crime, on peut multiplier les adjectifs. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Et ça ne viendrait à l'idée d'aucun historien sérieux de nier sa responsabilité dans ce fait, de dire qu'effectivement la Révolution française l'avait aboli en 1794 et que de ce point de vue c'est une régression. Ce monsieur oublie au passage de dire que quand on l'avait aboli quelques années avant, on avait aussi été les premiers à le faire. Donc au petit jeu de qui est le plus monstrueux. Il l'a rétabli, Napoléon. J'ai très bien compris, mais là on voit bien que c'est un petit peu la France dont on parle, pas seulement de Napoléon. Et c'est un petit peu ce Il aurait pu ne pas le rétablir, ce que je veux dire. Il aurait non mais attendez, moi j'ai aucune ambiguïté là-dessus. C'est une faute morale. Et en plus de ça, il était plutôt au courant qu'il commettait aussi une forme de transgression morale, parce qu'il y avait beaucoup d'écrits à l'époque de l'abbé Grégoire, de Robespierre, qui étaient contre l'esclavage. Donc il le savait. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, l'Occident n'a pas inventé l'esclavage. Il y avait des esclaves à Athènes qui n'étaient pas noirs. Il est évident que sous le Premier Empire, tous les esclaves étaient noirs puisqu'ils habitaient dans les colonies, mais ils n'étaient pas esclaves parce qu'ils étaient noirs. Pour la bonne et simple raison, par exemple, qu'en France, qu'on pourrait appeler métropolitaine, les noirs étaient libres. Donc on peut pas parler d'état raciste, si vous voulez. C'est pas un état qui est lié à la couleur de peau. Alors, tous les esclaves étaient noirs, mais on peut pas parler d'état raciste. Et ce que j'adore, c'est quand il dit ils habitaient dans les colonies. Non, en fait, ils ont été déportés. Ils habitaient pas là, en fait, à la base. Ils habitaient en Afrique. Et ils ont été déportés dans les colonies sucrières, notamment, mais massivement et contre leur gré. Et vraiment, nier le racisme d'État à l'époque de l'esclavage, alors qu'on est le seul pays qui ait codifié le statut des Noirs du seul fait de leur couleur de peau, c'est quand même, pour une personne qui s'appelle d'ailleurs, Alors, Arthur Chevalier, commissaire de l'exposition Napoléon au Grand Palais. Donc c'était... Voilà. Voilà. Donc, voilà, une personne qualifiée. Sur France Inter. Donc voilà, vous avez reconnu la loi les voix le 4 mai 2021. Donc c'est affligeant. Une faute morale. On est encore à ce niveau-là de parler de moralité en fait quand on parle de l'esclavage. Ouais, selon le droit français, c'est un crime contre l'humanité. Enfin, selon notre propre, la loi Taubira 2001 fait de l'esclavage un crime contre l'humanité. Donc c'est pas une faute morale. Voilà, donc ça c'était le bicentenaire. Voilà. Napoléon, c'est fait. On peut dire aussi qu'il était sexiste et antisémite, au passage. Enfin, juste, on va pas développer, mais voilà, il y a plein de raisons de pas célébrer Napoléon. Alors, on va avancer sur une polémique. Alors, apparemment, il s'est passé un truc très très grave dernièrement. Assa Traoré a porté des loups-boutins. Et le personnage d'Assa Traoré, c'est pas ma cam pour parler. Ça veut dire quoi ? Vous en pensez quoi du personnage ? Mais ça veut dire que moi je conteste l'idée qu'il y a un racisme d'État dans ce pays et c'est l'idée qu'elle défend. Et fort heureusement, ça a été rappelé par toutes celles et tous ceux qui sont autour de cette table. C'est très minoritaire, ce courant woke racialiste dans notre pays. C'est très minoritaire dans notre pays et c'est là que je veux rebondir sur les propos qui ont été tenus, mais ils ont été modérés. Et c'est très minoritaire à gauche. De la même façon que vous avez une partie de la droite qui a viré progressivement vers les extrêmes, vous avez une partie de la gauche qui est d'extrême gauche et qui défend, et de longue date d'ailleurs, on en fait plus de bruit autour de ça aujourd'hui, mais qui défend de longue date ce rapport entre des dominants, des dominés, les blancs, les noirs, les colorés, les basanés, etc., et qui est en rupture par rapport à l'idée, pour le coup, qui nous rassemble, que nous faisons de l'universalisme républicain. Donc, qui représente beaucoup d'argent. Mais qui dit l'argent, on va le donner contre les violences policières. Vous, comment vous réagissez ? Alors, je réagis pas d'abord parce que je crois pas au concept de violence policière. Il y a des policiers qui sont violents. Il va bien Non mais l'argent, moi j'imagine que c'est un deal entre Assa Traoré et Louboutin. Je suis pas sûr que ce soit Louboutin qui ait décidé unilatéralement d'aller flécher les fonds. C'est elle qui a décidé. En tout cas, c'est ce qu'il annonce dans le Figaro. Il fait une interview Christian Louboutin. Alors, il y a trop de choses, Je ne crois pas au concept de violence policière. C'est pas une religion, les violences policières. C'est pas on croit ou on croit pas. C'est un fait en fait. Donc il s'agit de Romain Collat qui est maire PS de Boussy-Saint-Antoine en Essonne. Ça se réduit pour le vote en 2022 là. Voilà. Donc il y a tellement de choses, c'est-à-dire que,
Bon, donc je sais même pas enfin woke, racialiste, dominant, enfin il a fait le bingo en fait. C'est pas ma cam, Assa Traoré, exactement, c'est pas ma cam. En fait, je pense qu'elle s'en fiche totalement en fait, c'est pas du tout. Toi, ouais. Et pour en revenir à cette polémique, en fait, Assa Traoré a posté une photo d'elle portant des escarpins offerts par la marque Louboutin, parce qu'en fait, Christian Louboutin a monté une initiative avec Idriss Elba et son épouse Sabrina Elba qui s'appelle Walk a Mile in My Shoes, qui était en fait une phrase de Martin Luther King. Et en fait, c'est une collection capsule qui a été créée pour que les fonds soient versés à 5 associations qui luttent contre les injustices dans le monde. Et en fait, ces chaussures ont été envoyées en fait à 200 personnes qui incarnaient un combat dans le monde. Il se trouve que Assa Traoré fait partie de ces 200 personnes et qu'elle a posté cette photo avec Louboutin et qu'en fait, à partir de là, tous les fantasmes se sont réveillés. C'est-à-dire que, alors les gens trouvaient que quand même, on peut pas être sérieusement contre les violences policières et porter des Louboutins quand on vient d'un quartier populaire. Il faut porter des baskets peut-être. Ouais, c'est ça, pour être crédible. Et puis, il y avait aussi tous les gens qui sont devenus soudainement anticapitalistes. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, le capitalisme, c'est horrible. Et c'est Assa Traoré qui l'a inventé, évidemment. C'était fascinant. Des gens qui ont des iPhones, qui ont des MacBooks et tout. Tout d'un coup, le capitalisme, les Louboutins de Assa, non, c'est hors de question. On est contre et elle doit être contre et il faut vraiment. Et puis les gens qui boycottent Louboutin aussi, alors qu'en fait, ils sont pas du tout consommateurs de la marque. Enfin, ça, j'ai trouvé ça aussi assez. Tu ne peux pas les acheter. J'achèterais plus de Louboutin. Mais en fait, t'en as pas. Enfin, je crois que. Je suis contre, mais je peux pas. Enfin bon, voilà. Donc c'était et on a un dernier candidat au Kif d'or. Hein. Lui, il est hors catégorie, je crois. Alors on va écouter. Oui, c'est pour l'ensemble de son œuvre. C'est-à-dire que si vous faites l'accent noir, mais c'est quoi? C'est l'accent africain? Eh bien, on peut faire l'accent. On peut faire. Ben non, mais on n'a plus le droit. On n'a plus le droit. Vous vous rendez compte? Il n'y a rien de méchant derrière. On n'a plus le droit de faire l'accent noir. Vous vous rendez compte? Alors lui, c'est Marc Menant. Ouais, il est journaliste sur CNews. Oui, bon. Donc ça, c'est le fameux « on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien dire ». Vous vous rendez compte ? On ne peut plus faire l'accent noir. Alors c'était en réaction à la polémique sur Griezmann et Dembélé qu'on a entendu tout à l'heure, où on faisait l'accent soi-disant asiatique. Hein, et donc il dit « mais c'est fou !» En fait, parce que franchement, ce qui me fascine à chaque fois, c'est que ce soit pour faire des accents, déjà l'accent noir, ou l'accent africain. L'Afrique, 54 pays, enfin, je veux dire, bon courage pour faire un accent dans lequel tout le monde se reconnaît. Et les Noirs, c'est au-delà de l'Afrique, entre les Caraïbes, les Américains, les Brésiliens, enfin, l'accent noir, c'est compliqué à faire. Donc déjà, au-delà de la bêtise, en fait, du propos, ça me rappelle, enfin, la polémique au début de l'année, on l'a pas mise, mais sur Agatha Christie, sur le fait de rebaptiser en fait les dix petits nègres en enlevant ce terme injurieux et en fait ce qui avait été accepté du vivant de Agatha Christie, enfin notamment dans sa langue pour la publication américaine. Enfin, c'était pas du tout un débat dans les autres pays. Je crois la France était un des derniers pays à avoir conservé cette connotation raciste. Et il y a plein de gens sur les plateaux qui disaient mais vous vous rendez compte, on peut plus dire ce mot. Et en fait, je me dis mais pourquoi vous vous battez pour faire des accents racistes ou pour prononcer des mots qui sont offensants et l'énergie, encore une fois, que mettent ces gens pour dire mais vous vous rendez compte, si je dis pas ça, ma vie sera absolument insupportable et insipide, je n'aurai plus d'activité intéressante si je ne peux plus faire d'accent noir. Enfin, je me dis mais j'espère que vous avez quand même des choses plus intéressantes et plus enthousiasmantes à faire que de limiter des accents pourris ou de dire des mots racistes, quoi. On a vraiment une élite qui a des préoccupations parfois préoccupantes. Ben voilà, on arrive à la fin de cette rétrospective et je dois dire qu'on est extrêmement dans les temps. Donc bravo Rokhaya pour cette concision. Bravo à tous et à toutes. Bravo Grace aussi. Ouais, merci beaucoup. On voudrait vous donner quelques conseils juste avant de terminer. Hein. Donc n'hésitez pas lorsque vous voyez ce genre de propos, ce genre d'agissement dans la vraie vie ou dans les médias. N'hésitez pas d'ouvrir vos tweets, de mettre vos pouces en bas, ouvrir vos bouches si vous le pouvez, parce que il faut les traduire, il faut les dénoncer, il faut faire le boulot auprès de vos proches, hein, vos tontons racistes, vos copains qui n'y croient pas, voilà tout ça. Il faut faire le taf, hein, parce que c'est pas juste quelque chose qui va se déracialiser tout seul, hein. On est là ensemble pour le faire. Donc on compte sur vous pour prêcher la bonne parole auprès des vôtres. Et pour nous proposer des candidats pour la prochaine saison. Et c'est la fin de ce Kif Taras
spécial pour ce festival Binge Audio. Merci à Quentin Bresson, merci à Joël Ronez, Anaïs Daïka, Mathieu Thévenon, Camille Regache, Naomi Titi, Mathis Grossos. Et pour Wonderland, merci à Rosalie Verels, Étienne Brul, Franz Domoison. Merci à Rokhaya. Merci à vous toutes et tous. Merci le public.